Merci Monsieur Kelch. Et alors, point d'interrogation à mon titre. Hein. C'est une question, on va essayer d'y répondre ensemble. Alors, je vous propose, voilà, j'ai tenté de partager avec vous quelques réflexions en 20 minutes. Ça va être un peu court. Et j'imagine que ça va peut-être aussi soulever pas mal de réactions parmi vous. Alors, je ne vais pas remercier Delphine Rideau, je vais peut-être être le seul. Non, je vais plutôt vous remercier, vous, d'être venu ici à Strasbourg aux Journées nationales des MDA. Merci à vous aussi d'être restés, pour ceux qui êtes restés dans l'amphithéâtre encore ce soir. Merci aussi à Jocelyn et Myriam qui ont bien introduit mon propos, voire déjà tout dit. Alors, je vais improviser quelque chose de nouveau. Oui, alors voilà. Autour d'un fait tristement d'actualité actuellement, qu'est la radicalisation. Alors, avant de parler de la radicalisation, enfin, en parlant, il va falloir déjà le définir pour savoir, pour être d'accord, de quoi on parle ensemble. Alors, je vous propose une définition qui est finalement une définition qu'on partage de plus en plus, qui se distingue de l'extrémisme idéologique, qui est de valider l'idée qu'il faut utiliser des solutions violentes pour mettre en place notre idéologie. Ce qui se différencie de l'adhésion idéologique extrême qui ne valide pas forcément, a priori, les actions violentes. Alors, c'est sûr que si l'extrémisme est habituel à l'adolescence, de par sa proposition d'idéal et d'absolu, la rationalité instrumentale de l'extrémisme, qui légitime donc la violence, qui est la radicalité, interpelle de plus en plus nous les professionnels de l'adolescence et puis bien au-delà la société à travers une grande disparité de situations et donc de situations cliniques. Je parlais de situations cliniques. Alors pourquoi je parle de situations cliniques ? C'est qu'à mon sens, à l'instar de d'autres manifestations comportementales inquiétantes à l'adolescence, comme pourrait l'être l'anorexie mentale, les addictions ou le refus scolaire anxieux, et j'en passe. L'engagement extrémiste radical, à mon sens, est un idiome de détresse, donc à savoir une expression culturelle de la souffrance en lien avec la norme de ce qui ne se fait pas, des inconduites sociétales. Comme ça ne se fait pas de ne pas manger le repas qui est proposé à la maison, comme ça ne se fait pas de prendre des produits, ça ne se fait pas non plus de se radicaliser. Je pars de cette idée-là, puis on va un peu la développer. Parce que cette expression, c'est dans un même temps une tentative d'apaisement. Tentative d'apaisement qui va combler un manque, qui va abolir le désir et qui coupe nos jeunes et les personnes qui se radicalisent d'une relation intersubjective qui aurait pu permettre au sujet une demande d'aide. C'est pourquoi, à mon sens, et je vais essayer de le développer avec vous, l'engagement radical est une solution extrême à l'achoppement du grandir. Alors, dans la dernière partie de mon propos, je vous montrerai pourquoi, de ce fait, au-delà d'un éventuel signalement pour enfants en danger, on en parlera, les MDA ont un rôle à remplir et ça fait partie de leur mission de prévention et d'accompagnement auprès de ces jeunes gens et de leurs familles. Alors Jocelyn, tu parlais d'Internet et des réseaux sociaux. Alors c'est vrai que dans les médias, on entend énormément cette idée que c'est à cause d'Internet que les jeunes se radicalisent tout seuls dans leur chambre. Bon. Alors, il y a peut-être aussi des choses à déconstruire derrière ça. C'est vrai qu'Internet est massivement utilisé par les mouvements radicaux, que ce soit Daesh ou d'autres mouvements radicaux. Quand j'utilise le terme radicalisation, je voudrais élargir la question à d'autres formes de radicalisation, donc violente, au-delà de la radicalisation djihadiste. On accueille, nous, à la Maison des Ados de Strasbourg, d'autres, des jeunes gens qui sont dans des radicalisations d'extrême droite, par exemple. Alors, bien au-delà, donc, notamment, c'est sur Daesh, donc à des fins opérationnelles, des fins de financement, mais surtout et avant tout, c'est vrai qu'Internet est utilisé à des fins de propagande et indirectement de recrutement. Alors pour Daesh, on va en parler un petit peu plus, cette propagande, elle est triple. Et si on regarde à peu près, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il montre
de façon ciblée, en fonction du public, soit de la monstration de terreur, des choses abominables, des atrocités, du terrorisme, soit la promotion d'un mouvement insurrectionnel et révolutionnaire. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier, il y a également une autre facette qui est donnée à voir en fonction des profils. C'est un aspect sans violence qui vante, ce que tu disais Myriam, la construction d'un État islamique montré comme idéal. Mais bon, il n'y a pas de pouvoir magique derrière Internet, il n'y a pas d'image subliminale, comme on a pu en parler l'autre jour, pas de lavage de cerveau. Non, ce que permet surtout Internet, c'est plutôt un rapprochement de l'offre d'extrémisme et du public. Alors c'est vrai que j'entendais, c'était Gérald Bronner il y a quelques temps, qui expliquait que de par Internet, finalement, on est en relation avec les gens, avec beaucoup moins d'intermédiaires. 3-4 intermédiaires nous permettent de connaître à peu près, d'être en lien indirectement, du coup, avec à peu près l'ensemble de la population, alors qu'auparavant, il nous aurait fallu plus d'intermédiaires. Donc, ce que permet vraiment Internet, c'est plutôt un rapprochement et la création d'un oligopole cognitif, c'est-à-dire un groupe d'amis, ou de frères, ou de camarades, ou que sais-je encore. Alors, les mots sont importants, on verra pourquoi après, qui partagent finalement les mêmes idées. Et comme quand on partage les mêmes idées, et qu'on tourne en rond toujours avec le même groupe d'amis, ben, on se renforce mutuellement dans nos convictions. Alors, ce recrutement, il a pour but quelque chose de très particulier qu'on nomme l'hameçonnage. C'est-à-dire comme un pêcheur qui va laisser traîner son hameçon avec le petit ver de terre. À travers Internet, il y a des petits hameçons qui traînent et ils attendent de choper un petit poisson. Voilà. Et cet hameçonnage va cibler ce qui va permettre un apaisement adapté, donc bien ciblé, adapté aux questions et aux souffrances de l'individu qu'ils ont en face d'eux, ou enfin, oui, comme s'ils l'avaient en face d'eux. Et cela d'une façon très particulière, d'une façon affectivée. Fraternelle, amicale ou amoureuse, mais il y a toujours de l'affect qui vient se jouer. Et c'est ce que tu disais, Myriam, ce que leur discours, c'est de dire aux jeunes filles, ton corps, c'est un trésor. Alors ça, c'est par exemple, mais après, ils vont adapter en fonction de chaque personne, ils vont cibler leurs propos. Alors vous avez vu, j'utilise le terme apaisement, parce que c'est systématiquement ce qu'ils nous donnent à entendre. Ils nous disent qu'ils se sentent mieux. Ils se sentent mieux depuis qu'ils sont dans ce processus. Ils se sentent mieux parce que, de ce qu'on comprend, ils se sentent enfin capables de grandir, capables et autorisés à grandir. Suspense. Alors c'est vrai, je reprends juste un point que tu évoquais tout à l'heure, Jocelyn, c'est qu'il n'y a pas de rupture avec le monde réel et le monde virtuel, et qu'il y a une continuité, et c'est très vrai également dans ces processus d'endoctrinement, voilà. Les termes sont importants, mais on ne va pas épiloguer là-dessus, on va dire ça. Pourquoi ? Parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a quasiment toujours un point de support, un lien vrai, réel, dans la vie, au-delà des rencontres sur Internet. Et c'est pour ça qu'on voit émerger des petites grappes de radicalisation à droite à gauche dans les quartiers, pas forcément dans les quartiers comme Aude-Pierre, ça peut être effectivement, comme on a entendu récemment, à Vesoul, ou dans des périphéries de villes pavillonnaires. Et c'est dans cette proximité affective dont je parlais tout à l'heure que vont se propager des idées extrémistes, puis éventuellement radicales. Comme on le voyait il y a quelque temps, comme on le voit toujours avec la consommation d'héroïne par exemple. Il y avait le copain qui allait initier la copine à la consommation d'héroïne, il y avait le petit frère, et ça émergeait comme ça en petites grappes. Il y a quelque chose d'un peu similaire. Alors, je reviens sur la question d'apaisement, sans être exhaustif, parce que je n'aurai pas le temps, mais pour reprendre, on va dire, 3-4 points qui nous paraissent essentiels dans ce phénomène d'apaisement. D'une part,
ils sont convaincus d'avoir enfin la vérité. Et donc de s'opposer à l'hypocrisie du monde des adultes. Voilà. Ils ont cette sensation de clôture cognitive, d'achèvement du sens, ce qui, bien sûr, alimente souvent l'exaltation face à la certitude, hein, et puis des défenses paranoïaques qu'on connaît bien à ce moment-là. Quand on est certain d'avoir la vérité, forcément les autres sont contre nous. Et c'est ce qu'on observe régulièrement, ce qu'on observe notamment dans le conspirationnisme. Alors le lien entre conspirationnisme et radicalisation commence à être étayé, puisqu'il y a une méta-analyse qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, à Amsterdam, par Ali Moghadam, qui montrait ce lien, le lien fort qui pouvait exister entre le conspirationnisme et la radicalisation. Alors je dis bien marchepied, parce qu'on le voit, c'est un de ces fameux hameçons qui traînent sur Internet, ce sont les thèses complotistes. Alors Charlie Hebdo, 11 septembre. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je fais juste référence aux travaux de Gérard Bronner et puis de mon collègue, M. Stutz, qui a présenté nos réflexions et un travail qu'on a mené ici, et tu l'as présenté tout à l'heure en atelier. Alors, autre point, c'est, on l'évoquait, s'opposer aux parents, donc enfin d'être légitime, finalement, à s'opposer à ses parents. Et à la représentation de l'ordre parental qu'est finalement la société. Alors société d'ailleurs qui est souvent qualifiée de pervertie, d'hypocrite, parfois ce genre de termes. Et finalement aussi à s'opposer... alors perverti par quoi ? C'est la question qu'on peut se poser, mais notamment par ce qui leur fait peur à ces adolescents. Comme par exemple par la remise en cause des places assignées dans la société. Alors là, confère Serge Effez hier, et puis ce qui est la question de la liberté individuelle, ou voire d'autres éléments dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est à mon sens l'efféminophobie. Alors je reprends le terme scientifique, merci Thierry, je disais la peur du féminin tout à l'heure, mais c'est plus joli, efféminophobie, et notamment peut-être à cette peur du féminin en soi, de notre bisexualité à chacun, bisexualité psychique, qui est insupportable peut-être pour certains adolescents notamment, mais adultes aussi. Alors je vous proposerai de façon un peu paradoxale l'idée qu'il n'y a pas forcément d'arrêt de l'adolescence sur ce genre d'éléments d'ailleurs. Et donc peut-être que les adultes sont juste des adolescents qui pensent en avoir fini avec ces questions, mais peut-être pas vraiment. Alors si j'utilise le mot perverti, la question du féminin, de la sexualité, c'est certainement parce qu'il y a également, et ça on le retrouve massivement chez ces jeunes gens, dans l'apaisement qu'ils ressentent, un apaisement lié à la purification, à la rédemption d'une forte culpabilité qu'ils ressentent au fond d'eux, et notamment à une culpabilité en lien avec leur pulsion sexuelle. Alors, en lien avec des pulsions sexuelles, on l'a entendu depuis hier, qui sont bien sûr importantes à l'adolescence, mais également face à des réactivations des conflits psychiques, on en a parlé également, et d'autres éléments. Une culpabilité notamment à s'éloigner de ce qu'ils idéalisent comme étant la tradition familiale. Alors je m'explique. Ça peut être du fait d'une tradition familiale religieuse idéalisée, mais ça peut être également des traditions familiales idéalisées qui portent sur des choses, cette microculture familiale par exemple, qui ne se dit pas, qui ne se voit pas au quotidien, ou alors des choses plus caricaturales, enfin aussi importantes que sont par exemple l'appartenance à une classe sociale. C'est ce que pouvaient décrire dans certaines lettres qui sont éditées, des lettres de jeunes gens d'une vingtaine d'années qui partaient faire les brigades internationales et qui écrivaient à leur père le pourquoi ils étaient partis. Et c'est très touchant parce que la plupart de ces jeunes gens sont morts, et ils écrivaient qu'en fait ils allaient être là-bas les porte-drapeaux des valeurs familiales du prolétariat que le père avait lui ne portait pas, et qu'il se laissait esclavagiser par le grand capital, et que lui, le fils, il allait relever le défi, allait être plus pur finalement que son père.
L'autre élément que j'ai passé, mais qui est, on l'imagine bien, fondamental à l'adolescence, mais je ne vais pas m'attarder dessus, ça a été longuement développé par des orateurs bien plus qualifiés que moi sur ce sujet, c'est la question de la place, du rôle dans le groupe, et donc de la légitimité que donne Daesh, par exemple. 3 minutes, ok, wow. À ces jeunes gens, et donc à l'étayage narcissique et au regard validant. Je reprends cette histoire du regard. Voilà. Quelque part, ce regard validant et ce narcissisme qui sont les deux socles qui permettent à l'adolescent de s'autoriser à grandir. Autre point qui est particulier dans la radicalisation, je le disais en introduction, c'est la question de la violence. Et cette violence, elle vient parce qu'on autorise ces jeunes gens à être des vengeurs, à être des justiciers. Alors face à l'injustice sociétale, mais face souvent, très très souvent, et ça pas mal d'études le montrent, face à des injustices qu'ils ont vécues eux-mêmes très précocement dans leur enfance. Des injustices qui les ont confrontés à des peurs sidérantes, qui ont laissé souvent des traces post-traumatiques. Et d'ailleurs, dans le processus de Daesh, une fois qu'ils les ont hameçonnés, afin de les rendre, de les endoctriner pleinement, ils vont réactiver ces souffrances, en les confrontant souvent justement à cette horreur, à de la violence, afin de réactiver ce sentiment d'injustice et ce besoin d'être des vengeurs. Et on sait très bien comment la peur infantile peut rapidement être basculée dans la haine. Il suffit après que la haine soit canalisée, et ça, on peut leur faire confiance. Bon, passons. Alors c'est sûr que... 1 minute du coup ? Voilà, d'accord, bien. Alors, je vais passer la question du travail essentiel avec les familles d'un point de vue théorique pour, en 1 minute, développer en quoi nous, maisons des adolescents, on a un rôle à jouer sur ce sujet. Alors, je pense que le premier point, c'est de pouvoir dire haut et fort que expliquer n'est pas excuser. Et je pense que c'est fondamental de partir de cette idée-là, qui est quand même assez troublante d'imaginer qu'on puisse encore en être là. Parce qu'au-delà quand même de la sidération générée par la violence du terrorisme, il est reconnu que les actions de prévention de la radicalisation sont essentielles. Et de plus en plus, c'est le message qui est porté même par les pouvoirs publics. Et donc les MDA sont bien placés pour y jouer un rôle, et notamment en 3 axes. Alors le premier axe, qui est un axe, on va dire peut-être... pas forcément clinique, donc peut-être pas aussi essentiel que ça, mais qui me semble quand même important, c'est de participer à la coordination, et notamment aux cellules préfectorales qui vont coordonner les actions de prévention de la radicalisation sur le terrain et dans chaque territoire. Pourquoi on est légitime à y être ? Parce que pour bon nombre, nous fonctionnons déjà sur le réseau, et c'est bien le réseau de l'adolescence qui est convoqué dans ces problématiques. Deuxième point, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est la question de la prévention primaire. Encore faut-il que les pouvoirs publics considèrent que c'est important de prévenir en amont, prévention primaire, c'est-à-dire en amont. Tout à l'heure, j'étais ici sur la question de l'homophobie, ça rejoint pleinement ces questions-là, on pourrait y passer des heures. Comment faire de la prévention primaire sur ces questions-là ? Et je pense qu'il y a vraiment un champ de réflexion, mais une autre fois, on en parlera. Je laisserai la parole à M. Stutz qui nous parlera de ça. Et troisième point, c'est bien sûr l'accueil et l'accompagnement de ces familles, de ces jeunes et de ces familles. Alors, cet accompagnement, il a 3 objectifs, à mon sens. D'une part, mais il y a peut-être rien de nouveau, mais je pense qu'il faut le redire. D'une part, d'évaluer dans un premier temps le danger. Et ça, nous le faisons spontanément avec tous les enfants, les adolescents que nous rencontrons, qui sont dans une situation où potentiellement ils seraient dans une situation de danger. Nous avons à évaluer le danger éventuel dans lequel ils se trouvent. Le danger psychiatrique, ça a pu arriver, un jeune homme qui avait une manifestation maniaque, dans lequel ses positions idéologiques extrêmes étaient vraiment déployées, avec risque de passage à l'acte.
Okay. Mais également évaluer le danger auto-agressif et des parents en Syrie, hétéro-agressif. Et tout ça, à mon sens, se rapproche d'une situation d'enfance en danger. Et donc, faire un signalement au parquet pour une situation d'enfant en danger, dans ces situations-là, pour moi, ne me dérange pas du tout. À mon sens, je suis dans mon rôle de pédopsychiatre, de protection. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est bien sûr une action symptomatique. Alors, je ne l'ai pas développé, mais quel est l'objectif, une fois qu'ils ont hameçonné? C'est de couper, pour les recruteurs, c'est de couper les liens et de provoquer une rupture chez ces jeunes gens qui n'arrivent pas à se séparer. Alors, je ne vais pas paraphraser Serge Effez, il en a déjà parlé, de cette question de quand on n'arrive pas à se séparer, quand il y a une relation d'emprise intrafamiliale, et bien la seule solution, c'est quoi? C'est la rupture. Et là-dessus, Daesh s'engouffre en proposant justement des modalités de rupture qui ne sont pas les modalités de rupture de type toxicomanie, de type anorexique, qui sont une modalité de rupture différente. Donc nous, d'un point de vue symptomatique, nous avons un rôle aussi à jouer sur le symptôme, au même titre qu'avec les anorexiques, nous avons à évaluer si elles sont pas, dans quelle mesure le symptôme n'est pas trop important, voilà. Et donc nous avons à faire en sorte que cette rupture, et notamment la rupture familiale, sociétale, mais notamment familiale, ne soit pas, ne se déploie pas. Et conjointement à ça, nous avons à mettre en lumière, les vulnérabilités sous-jacentes qui sous-tendent l'engagement radical. Pour finir, parce que j'ai dépassé mon temps, ni auxiliaire de police, bien sûr, mais ni indifférent à la mutation de l'expression qui est souvent et bruyante de la détresse adolescente. Les maisons des adolescents, à mon sens, ont un rôle central à jouer dans la prévention de la radicalisation. N'oublions pas, le cœur de notre métier reste quand même d'élargir le champ des possibles, si besoin de protéger, mais finalement d'être des facilitateurs du grandir. Merci.